5 minutes. Moi, je suis Célia Rousselet, je suis conseillère en rénovation énergétique à l'Agence parisienne du climat et je vais animer la conférence aujourd'hui. Donc ne m'en voulez pas si parfois je fais un peu avancer les discussions et les questions pour qu'on puisse respecter le timing. En tous les cas, on aura du temps pendant tout le forum pour échanger, que ce soit sur le stand France Rénov ou sur le stand d'Air Pur et Coulon pour tout l'après-midi. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de rénovation énergétique, de ventilation dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique en copropriété? Déjà parce que c'est un poste auquel on ne pense pas en premier lieu quand on réfléchit à de la rénovation énergétique, alors que c'est un poste assez central dans vos travaux, déjà parce que ça va vous permettre d'assurer la pérennité du bâtiment que vous êtes en train de rénover en évitant des désordres futurs, mais aussi parce qu'il y a un enjeu de confort thermique quand on parle de ventilation. Dans un logement mal ventilé, un logement donc où l'air va être humide, la sensation de froid va être intensifiée comparé à un logement bien ventilé. Donc si le logement est humide, on va plus chauffer, on va faire moins d'économies d'énergie et c'est précisément ce qu'on essaye d'éviter en rénovation énergétique. Et quand on parle de ça, on n'a même pas encore parlé de qualité de l'air intérieur, de confort acoustique, etc. Donc pour aborder ce sujet, on a pensé que ce serait très pertinent d'avoir un expert avec nous et de s'appuyer sur des exemples concrets d'intégration de la ventilation dans des immeubles. C'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Alain Martineau, directeur technique de Air Pur, qui est une filiale du groupe Coulon, que je laisserai présenter un peu davantage. Et donc, avant de vous passer le micro, vous dire que donc, notre présentation, elle va s'appuyer sur 4 exemples concrets pour parler un peu des différents systèmes de ventilation qu'on peut intégrer à un projet de rénovation énergétique en fonction de l'époque du bâtiment que vous avez. On va passer du XVIe siècle jusqu'aux années 80, en passant à des bâtiments des années 30 et des années 60. Et après chaque exemple qu'on va vous présenter, vous pourrez poser des questions. On fera passer un micro dans la salle, on prendra 2-3 questions et puis on avancera. Et à la toute fin de la présentation, si tout va bien, on aura encore plus de temps pour les questions. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer aussi sur les échanges avec vous. Voilà, donc sans plus attendre, Alain, je vous laisse nous parler un peu plus en premier lieu de ce que fait Air Pur. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Je vais me présenter. Donc je suis Alain Martineau, le responsable de la filiale donc Air Pur Ventilation, qui est une filiale qu'on en a créée en 2015, qui a bientôt 11 ans. Air Pur est spécialisé dans les travaux de ventilation en copropriété essentiellement. C'est une vingtaine de personnes réparties sur l'Île-de-France avec 2 agences, une agence dans le 92, une agence en Seine-et-Marne. On a aussi une antenne sur l'ouest, du côté de Nantes. Voilà, on rayonne un peu partout. C'est une vingtaine de collaborateurs. On a 3 pôles d'activité, les gros travaux de rénovation énergétique, les interventions du quotidien et tout ce qui va toucher à la maintenance, à l'entretien de ce matériel de ventilation. Voilà. Chaque agence a son propre chef d'agence. Nous sommes bien évidemment certifiés RGE Calibat avec les 3 qualifications, c'est-à-dire supérieur à 1000 m², inférieur à 1000 m², et la certification pour avoir l'autorisation de faire l'entretien et la maintenance de vos installations comme il se doit. Voilà pour la présentation d'Air Pur. Comme on l'a présenté un petit peu, on a essayé de synthétiser en 4 projets de 1900 à nos jours, des exemples qui puissent vous parler à tous, on a essayé. Donc vous allez voir du très vieux, du moins vieux, jusqu'à du plus récent. Vous allez voir des installations inaccessibles, très complexes. Vous allez en voir en terrasse, vous allez en voir dans des combles. Et pour terminer, vous allez voir un IGH dans Paris, un immeuble de grande hauteur. On a essayé sur ces 4 présentations que vous puissiez synthétiser et voir que finalement, la ventilation, elle est faisable et elle est surtout indispensable partout. Voilà. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Donc le premier projet qu'on vous présente, puisqu'on voulait parler de 1900 à nos jours, on est allé bien plus loin pour que vous puissiez prendre conscience de ce qu'on peut faire. On a réhabilité un château et ses dépendances en Seine-et-Marne. Et donc vous voyez bien qu'à cette époque-là, il n'y avait aucun système de ventilation. C'est une opération où ces dépendances ont été transformées en logements. Donc il a fallu trouver des systèmes de ventilation, donc c'est Air Pur qui est intervenu.
Et donc vous allez voir en quelques photos, bien évidemment, hein, c'est pas parlant, on n'en a pas mis une dizaine, mais la complexité, voilà un exemple, avec les charpentes existantes, plus des charpentes modifiées pour les nouveaux faux plafonds, on a dû s'adapter pour créer les nouveaux systèmes de ventilation, passer les gaines pour alimenter toutes les pièces humides, les salles de bain, cuisine, les WC, et faire que tous ces logements soient ventilés selon les normes, selon les règles, et bien évidemment en hydro-réglable pour, en plus de ça, faire des économies d'énergie. Vous voyez un exemple flagrant d'un emplacement où on a dû installer un des caissons dans ce château, c'est carrément dans la cage d'escalier pour aller alimenter une partie des appartements. Voilà, ça a été vraiment une prouesse technique de ventiler ce château et ses dépendances. Mais voilà, donc pour un bâti qui date du 16 ou 17e, on a réussi à équiper la totalité des appartements sur le projet en ventilation. Voilà pour le premier projet. Je ne sais pas s'il y a des questions, Célia. Oui, n'hésitez pas à lever la main si vous avez déjà des questions. Moi, je me demandais un peu si, dans le cadre de ce projet, ça avait eu des impacts sur l'extérieur du bâtiment. Et si oui, comment est-ce que vous avez géré ça? Comment ça a été pour les demandes d'autorisation d'urbanisme, ce genre de choses? Alors, en aucun cas, il y a eu un impact sur l'extérieur, puisque bien évidemment, les ABF étaient présents sur ce sujet. On a une maîtrise d'œuvre, il y avait un architecte et un bureau d'études spécifique qui a fait les plans. Toutes les installations, puisque bon, vous avez vu un exemple de caisson, je crois que de mémoire, on a dû en mettre sur les dépendances une vingtaine, ce qui est énorme. Ils ont tous été intégrés dans les combles et à l'intérieur du château. Les seules parties apparentes sont les sorties en toiture pour éjecter l'air vicié et qui étaient intégrées à l'harmonie et à la toiture. Voilà, donc pas de sujet là-dessus. D'accord, très bien. Madame, on a un micro qui va venir à vous. Et bonjour. Et à l'intérieur des appartements, ça se passe comment? L'air est pulsé? Comment? Alors, on a repris le principe de la ventilation simple flux telle qu'elle doit être réalisée selon les avis techniques, c'est-à-dire que l'on extrait l'air vicié par les pièces humides, c'est-à-dire salle de bain, cuisine, WC. On apporte l'air neuf par les pièces sèches, salon et chambre, avec des entrées d'air sur vos fenêtres que vous avez déjà vues. Et là, je dirais que ce qui était aussi un petit peu plus complexe, c'était les interactions avec les autres lots, puisqu'on est parti sur du neuf, en fait, de la création. Donc, nos réseaux et nos attentes pour chaque pièce, on devait laisser nos installations en attente avec le lot plâtrerie, ceux qui ont fait les murs, les plaquistes. Enfin, il y a eu une interaction qui s'est très bien déroulée d'ailleurs, mais le principe, c'est bien d'aspirer dans les pièces humides et d'apporter l'air neuf par les pièces sèches. C'est le principe de la ventilation. Voilà. En ce qui concerne les parties privatives, les tuyaux et ainsi de suite ont fait perdre de la surface et puis aussi vraisemblablement au niveau de la décoration du bâtiment. Comment vous avez résolu ce problème? Toutes les gaines de ventilation, alors celles que vous avez pu voir dans les combles, on les a fait passer dans la charpente, donc elles sont invisibles et inaccessibles puisqu'elles seront recouvertes par les faux plafonds. Et toutes les alimentations, je dirais verticales, qui emmènent vers les pièces humides de l'ensemble des logements, ont été intégrées dans les doublages des placoplâtres et de la laine de verre. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a aucune gaine apparente, ni aucun coffrage qui ait pu être rajouté, puisque comme on était dans un cadre de création, tout a été intégré à la construction. Voilà. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question assez précise. Donc, dans les parties privatives, les nouveaux appartements créés, ça veut dire qu'il y avait des pièces aveugles, sans fenêtre. C'est-à-dire, vous pouvez dire explicitement lesquelles? Alors, probablement des pièces humides, des salles de bain ou des toilettes. Alors, je ne suis pas l'architecte de ce projet, c'est un projet qui date un peu, mais en tout cas pour la ventilation, qu'il y ait des fenêtres ou qu'il n'y en ait pas, ce n'est pas un sujet. La ventilation n'a pas besoin de fenêtres ou d'ouvrants, justement, puisque l'on ventile en permanence et pas ponctuellement. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Même si vous avez des fenêtres, imaginons dans toutes les pièces, vous avez quand même besoin d'avoir un système de ventilation, parfois qui peut s'appuyer sur les fenêtres existantes, mais si on a une pièce qui n'a pas de fenêtre, vous pouvez quand même mettre des équipements qui sont du coup fixés directement sur le mur. Ouais.
Bah, on peut peut-être passer à l'exemple suivant. Oui. Bien sûr, monsieur, je peux vous en parler. Partons du principe que la ventilation est indispensable parce que la règle première de la ventilation, c'est le renouvellement d'air et la qualité de l'air dans le logement. Ça, c'est indispensable. Bien évidemment, on considère que dans des périodes d'hiver et des périodes de chauffe, la ventilation, elle est un peu énergivore, puisque en renouvelant l'air, elle aspire l'air chaud, elle le rejette. La cerise sur le gâteau, c'est comme ça que je le nomme, c'est que l'hygroréglable va venir apporter aujourd'hui un principe de régulation qui est lié au taux d'humidité dans l'air. C'est-à-dire que là, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on est tous là, on n'est pas dans nos salles de bain, ni dans nos toilettes, ni dans nos cuisines. Donc il n'y a pas besoin d'aspirer à 100% d'un débit réglementaire, qui était à l'époque l'autoréglable. Donc en fait, l'hygroréglable, c'est lorsque vous rentrez dans votre salle de bain et que vous faites couler un bain ou de l'eau chaude, que vous dégagez de la vapeur d'eau, la bouche va le détecter, va s'ouvrir à 100% de son débit pour traiter les besoins. Lorsque on a fini de s'en servir, la bouche reprend sa position initiale et ne travaille qu'à 10% de son volume, ce qui crée des économies énormes par rapport à une journée de 24 heures. Et ça c'est l'hygroréglable. C'est sur les bouches d'extraction, que vous avez une tresse qui se comprime et qui se détracte, qui se rétracte et qui ouvre ou plus ou moins un clapet. Il n'y a pas d'électricité et ce qui fait que le débit change. Mais comme on a tous, en moyenne, tous les mêmes habitudes, donc on va dire que le soir, à partir de 18h, c'est les bains, les douches, les enfants, la cuisine. Donc toutes les bouches hygroréglables sont censées s'ouvrir pour traiter les besoins dans tous les appartements. Associés à ce système hygroréglable, les nouveaux ventilateurs qui sont adaptés, dits intelligents, vont aussi adapter leur vitesse de fonctionnement pour satisfaire les besoins, puisque si on avait un débit fixe, si toutes les bouches s'ouvrent, la pression chute et on n'a plus de ventilation dans les appartements. Donc quand on est dans les heures dites de pointe et que toutes les bouches sont ouvertes pour traiter les besoins, là, le ventilateur augmente sa puissance pour satisfaire les besoins de tout le monde. Et quand toutes les bouches, vers 21h, peu importe, se referment, le ventilateur reprend son fonctionnement. C'est ça, c'est l'ensemble hygroréglable. Je vous propose de prendre une dernière question au fond pour cet exemple, et puis après on va dérouler et on pourra revenir peut-être sur les autres. Alors bonjour, je vais essayer de ne pas être hors sujet, simplement comprendre, est-ce que vous faites une chasse avec une caméra thermique aux fuites préalables en fait, dans l'ensemble du bâtiment avant de mettre en place ce système de VMC? C'est ma première question. Deuxième question, est-ce que vous n'avez pas un problème de dépression, de surpression en fait, dans les pièces? Et dernière chose, savoir comment vous mesurez l'efficacité en fait, de l'amélioration de l'air vicié qui a été retiré, ou je ne sais pas comment on évoque ça. Alors, pour répondre à votre première question, on n'utilise pas de caméra thermique pour aller chercher les fuites ou les points techniques. On a un avis technique à suivre. Si on est sur une installation ancienne avec de la ventilation naturelle, où on pourrait avoir une grille de ventilation en façade, comme ça se faisait à l'époque, elle va être considérée comme une amenée d'air parasite. Donc, toutes ces amenées d'air parasites vont être obturées. Ça, c'est une certitude. Il faut considérer que, comme je disais tout à l'heure, l'extraction se fait par les pièces humides et par les bouches. L'apport d'air neuf ne peut se faire que par les pièces sèches, c'est-à-dire sur les fenêtres. S'il y a d'autres parasites, tels que par exemple la porte d'entrée, qui n'est pas étanche, on l'équipe avec un seuil, ce qu'on appelle un seuil à la suisse, qui va empêcher l'air de la cage d'escalier de rentrer dans le logement que l'on va mettre en dépression. Donc, à partir de là, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a géré tous les problèmes d'entrée d'air parasite. Pour mesurer les débits, ou en tout cas l'efficacité de la ventilation, une fois de plus, on s'appuie sur les avis techniques. Donc, les bouches ont un procès-verbal avec un débit qui est conforme. Nous, en tout cas, on se doit d'apporter une pression conforme aussi, du point le plus favorisé au point le plus défavorisé. Et dans cette plage de pression, la bouche donne son débit. On a, en fin de chantier, des appareils de mesure qui attestent, on fait toute une série de mesures pour vérifier que l'on ait bien et la bonne pression et le bon débit. Voilà. On avance sur le deuxième exemple qui là va être un immeuble des années 30, parce que sinon on ne pourra pas tout présenter. Je vous laisse peut-être la slide suivante. Alors voilà, un exemple concret d'un projet années 29, années 30, que l'on a réalisé, que l'on a terminé il n'y a pas longtemps à Boulogne,
où vous pouvez voir, là c'est la photo avant travaux, où vous avez vraiment tous les types de conduits de ventilation que l'on peut trouver dans le Parisien. Donc c'est-à-dire, hop, si on peut revenir, voilà, merci. Avec sur la photo de droite les conduits en mitron, les métrons en terre cuite, les fameux conduits que l'on voit un peu partout dans Paris. Et puis les cheminées un peu carrées grises, qui elles sont les ventilations de pièces humides. Donc là vous avez tout le type de ventilation sur ce proche couronne parisienne. Et vous allez voir après ce que l'on a réalisé pour ventiler les logements. Voilà. Donc on a créé tout un système avec des réseaux. Alors, vous voyez la photo maintenant, mais pour arriver à ça, il y a eu tout un calcul, un audit et un recensement de tous les conduits pour savoir quels conduits desservaient bien les pièces humides. Parce que on est confronté dans ces années-là à des conduits de pièces sèches. C'est-à-dire qu'après-guerre, on avait aussi la possibilité de se chauffer dans les salons et dans les chambres avec des poêles. Et vous avez les conduits qui ressortent en toiture. Et donc, ces conduits-là ne sont pas pris en compte dans la ventilation. Et un cas de figure sur cette réalisation à Boulogne, c'est qu'on avait toute une partie des logements avec des pièces humides en pignon, en courette, qui là n'étaient pas équipés de conduits, puisque à une certaine période, on considérait, c'est ce que je disais à madame tout à l'heure, on considérait que s'il y avait un ouvrant dans la pièce humide, parce que la ventilation n'était pas permanente et elle n'était pas obligatoire. Donc, le fait d'ouvrir une fenêtre suffisait. Et donc, bien souvent, ils mettaient une fenêtre à la construction plutôt que de mettre un conduit. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, on a cette technique-là qui vient à mettre une gaine sur le pignon ou sur la façade que l'on a peint au râle du ravalement pour l'intégrer au mieux. Et derrière, vous avez dans chaque pièce humide un carottage qui va rentrer. Alors là, les fenêtres que vous avez à gauche et à droite, ce sont les WC et salles de bain. Et par ce moyen-là, on arrive, même sans conduit d'origine, à venir ventiler les salles de bain et les WC qui ne sont pas pourvus de conduit. Voilà. Donc là, on arrive à ventiler la totalité des appartements. Donc là, sur ce cas de figure, vous avez tout ce qui peut être possible, qui est regroupé sur cette réalisation. Voilà. Oui, si vous avez des questions, limite je vais vous... Ouais, juste devant. Et je me demandais en même temps, je profite, pareil, si vous aviez eu aussi des autorisations d'urbanisme du coup à demander là, pour la partie sur les pièces humides, vous avez dû recréer des caissons en extérieur et comment ça s'est déroulé à cet endroit-là? Alors sur ce cas-là, effectivement, là quand on a créé des gaines, elles sont, vous avez vu, intérieures courettes. Donc elles sont à l'intérieur de la copro, il n'y a pas eu de sujet particulier. Il se peut qu'il y ait des demandes spécifiques lorsque l'on doit intégrer ces gaines sur des façades ou des pignons qui donnent sur rue. Donc là, c'est au rôle de la maîtrise d'ouvrage d'en faire les demandes à l'urbanisme pour obtenir l'autorisation. Petite précision aussi, là vous les avez vus, on les a peints pour essayer au mieux de les intégrer sur la façade, mais sachez qu'on les intègre aussi, selon des notes de calcul et des possibilités, on les intègre dans l'ITE. C'est-à-dire que quand il y a un projet de rénovation énergétique auquel on participe, quand le ravalement vient mettre son ITE de 16 cm de laine de roche, on arrive souvent, ces gaines-là, à les intégrer dans l'ITE, et donc là, pour le coup, elles disparaissent complètement et on ne les voit plus, et là, c'est encore un avantage. Voilà. Alors justement, ma question porte sur les toits d'un immeuble haussmannien. En l'occurrence, des installations comme ça, je crois qu'elles ne seront pas autorisées. Et même, il y a des cours qui sont pas, sur lesquels on n'a pas le droit de faire ce genre de travaux non plus. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, comme je disais tout à l'heure sur notre stand, chaque cas, on va dire sur de l'ancien, est un peu unique. Donc, il faut qu'on vienne l'auditer et qu'on vous fasse les meilleures préconisations. Mais si, et je dis bien si, dans le pire des cas, il n'y avait pas de solution pour faire du collectif, et on en avait parlé, alors à ce moment-là, on est capable de proposer des solutions identiques, point de vue résultat, mais en individuel, en traitant logement par logement. Et ça peut s'intégrer à un projet de rénovation énergétique globale. C'est pas parce que vous êtes en train de faire des travaux à l'échelle de la copropriété que vous ne pouvez pas intégrer ces interventions qui sont dans les logements, mais en fait qui peuvent se faire de manière coordonnée au projet entier. Nous avons un cas, excusez-moi, je vous coupe, nous avons un cas actuellement dans le 17e à Paris, d'un immeuble ancien, où effectivement ce n'était pas possible de réaliser du collectif. Pourtant, il y a pas mal de logements, il y en a beaucoup. Eh bien, on va réaliser de l'individuel dans la totalité des appartements, ce qui va nécessiter un carottage
d'un certain diamètre pour rejeter quand même l'air vicié du groupe de ventilation que l'on va mettre dans l'appartement, mais on va traiter chaque logement au cas par cas. Voilà. Alors ça tombe bien parce que c'était un peu la question que j'allais poser, parce que parmi vos exemples, on passe des années 30 aux années 60. L'Haussmannien n'est pas. Vous avez des chantiers haussmanniens à nous montrer ou pas encore? Alors pas C'est en là. cours On en a fait en individuel. Vous mettre des photos sur de l'individuel, c'est pas très parlant en photo. On le réalise. Là, en fait, on est toujours sur les années 30, donc c'est avant-guerre. Vous verrez les photos, les deux autres d'après, on arrive jusqu'à à nos jours actuellement. Mais une fois de plus, chaque cas est à part. Oui, parce que dans les appartements haussmanniens, il n'y a pas cette ventilation qui dans les bâtiments. Non, mais vous avez des conduits individuels, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, justement. Vous avez des conduits individuels ou pas? Voilà, c'est ça. Alors, par rapport à l'intégration justement des conduits qui ont été rajoutés, l'intégration dans l'ITE, ça veut dire que ces conduits ne vont pas créer de ponts thermiques. Ils ont été, on va dire, dimensionnés pour limiter le pont thermique. Ils sont essentiellement dimensionnés déjà pour passer le débit de ce qu'ils ont à extraire. Ça, c'est important. Ensuite, c'est selon les maîtrises d'œuvre, parce que nous pouvons proposer des choses, mais on est soumis quand même à une maîtrise d'œuvre, un architecte ou un bureau d'études, qui lui peut préconiser, même si on intègre dans l'ITE, il peut venir préconiser de recouvrir encore nos gaines avec l'ITE par le ravalement. Il y a tout un tas de choses. En tout cas, ce qui est sûr, au vu du nombre de gaines que l'on installe de cette façon-là, c'est que le principe, c'est qu'on extrait de l'air chaud dans le logement, d'accord, dans cette gaine. Donc à partir du moment où l'air est en circulation et qu'il est à température, vous ne créez pas de point thermique à l'extérieur. Voilà. Quand on a des chaudières à gaz individuelles, comment on peut intégrer l'évacuation de ces fumées avec la VMC? Alors deux types d'installations et de projets possibles avec du gaz. Si on est sur de l'ancien avec de la ventilation naturelle, où votre chaudière est raccordée, je parle de chaudière atmosphérique, hein, bien évidemment, est raccordée sur le conduit de fumée, il y a un principe c'est de l'hybride. C'est ce qu'on appelle l'hybride basse pression. C'est un système, donc, comme son nom l'indique, à deux énergies. Soit vous vous servez des forces motrices, le vent et la différence de température entre l'air chaud et l'air froid, ou, je reviens aux heures de pointe que j'énonçais tout à l'heure, lorsqu'on est aux heures de pointe, on a l'assistance mécanique avec des moteurs. Le principe de l'hybride, qui est validé sous avis technique, essentiellement avec le fabricant avec qui on travaille, c'est que ce système de gestion des gaz brûlés n'est pas étanche. À partir du moment où vous n'êtes pas étanche, si le moteur tombe en panne, on ne bloque pas le monoxyde de carbone. C'est le principe de la ventilation gaz. Vous ne pouvez pas faire de système étanche, sauf avec un système de DSC, mais là c'est un autre système de ventilation. Donc, si vous avez des chaudières, et on en fait régulièrement, tous les empilements qui regroupent les chaudières doivent être traités par des systèmes de ventilation donc hybrides, avec des ventilateurs classés C4, donc c'est des ventilateurs spécifiques, mais le principe reste le même, mais on peut très bien ventiler des installations avec des chaudières dans les cuisines, oui. Oui. Ah, il n'y a pas de micro. Oui, bonjour. Je suis pas sûr d'avoir compris tout à l'heure votre commentaire sur les conduits de cheminée. Est-ce qu'on peut réutiliser dans les immeubles parisiens, on n'utilise plus les cheminées, les conduits de cheminée pour faire de la ventilation de la cuisine ou de la salle de bain? Est-ce que ça se fait? Oui. Alors oui, pardon. On peut réutiliser tous les conduits de ventilation et les anciens conduits de poêle, ce que je disais, qui sont dans les pièces sèches. Les conduits de cheminée en tant que tels, qui débouchent sur une cheminée dans un salon, à moins que la cheminée soit condamnée, pourquoi pas. Si ce conduit est mitoyen d'une pièce humide, il y a un intérêt à le récupérer. S'il n'est pas mitoyen et qu'on n'en a pas besoin, puisqu'une pièce sèche, on ne la ventile pas, on y apporte de l'air neuf, il n'y a pas lieu. Mais généralement, par principe, s'il y a une cheminée dans un appartement et qu'elle est toujours en fonction, nous, et je dis bien nous, et là je parle au nom d'Air Pur, on se refusera de traiter la ventilation dans ce logement par risque d'inversion de pression. Voilà. Et on ne voudrait pas que la pression de la ventilation, même si c'est un système basse pression, puisse à un moment donné ou à n'importe quel moment
faire ressortir les fumées de la cheminée et rentrer et se répartir dans l'appartement. Voilà. Je vous propose qu'on avance un petit peu, désolé. On peut peut-être faire les 2 prochains exemples qui sont dans des époques assez proches à la suite, et puis comme ça après on déroule toutes les questions que vous pourriez avoir. Très bien, allons-y. Allez, on y va pour les années, voilà, immeuble des années 60, 70 logements. Là, on s'écarte un peu de Paris. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on a essayé de regrouper toutes les situations. Vous avez vu tout à l'heure, sur la photo précédente des années 30, on était en toiture. Là, vous avez 2 cas de figure. Donc déjà, on est dans le 91, on est à Athis-Mons. Et c'est une installation que l'on a réalisée qui est mixte. On a des installations en comble, en basse pression toujours, partie du principe qu'à chaque fois qu'on a de la ventilation naturelle, on ne peut faire que de la basse pression sous avis technique. On ne peut rien faire d'autre. Et voilà. Donc on n'avait rien du tout dans ces bâtiments. Et on est venu créer dans les combles tous ces systèmes de ventilation. En plus, là, c'est un peu plus complexe, puisqu'on avait de l'isolation qui était soufflée, qui est assez délicat à gérer. Et vous me posiez la question tout à l'heure par rapport au château. Sur la photo, sur la tuile, voilà la seule apparence qui est la gaine de la sortie de toit, ce qu'on appelle une sortie de toit du ventilateur, qui est de la couleur, à peu près de la couleur de la tuile. Et voilà, et donc ça c'est l'installation. Vous avez sur la première et deuxième photo les moteurs, et sur la troisième photo, vous voyez un réseau de gaines avec on va appeler ça un plénum rectangulaire au bout. Mais ce plénum est raccordé sur la cheminée que vous voyez sur la photo d'à côté, la cheminée blanche, qui sont les conduits qui alimentent les salles de bain et les WC. Et on est venu les récupérer latéralement dans le comble, puisque là, effectivement, sur une toiture aussi pentue, on n'aurait pas pu travailler. Au-dessus de ce plénum, on a obturé pour ne plus avoir de communication avec l'extérieur. Et de là, donc, on vient ventiler dans le conduit pour aller chercher les salles de bain, les cuisines et les WC. Voilà le principe de ventilation, basse pression, caisson, en comble. On arrive oui, dans les années 70-80, donc on sort de la basse pression. Là, on est sur ce qu'on appelle de la haute pression. La haute pression, qu'est-ce que c'est? C'est un système de ventilation qui est identique à celui que vous avez vu, sauf qu'il a été créé et installé à la création de l'immeuble. C'est-à-dire que là, on n'utilise plus les cheminées, il n'y a rien de tout ça. C'est que là, les alimentations des salles de bain et des WC sont en gaine, galva, et ont été faites à la construction. Il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de maçonnerie, il n'y a pas tout ça. Donc là, on est étanche partout, on est en acier galvanisé, en métal partout. Et donc là, on utilise des pressions qui sont nettement supérieures au système utilisé précédemment. Donc c'est des installations qui, dans les années 70, ont commencé à voir le jour, qui sont vieillissantes aujourd'hui, énergivores. Et dans le cadre d'une réhabilitation, on les rénove et on les remplace intégralement, comme sur ce chantier que vous voyez là, de 80 logements, et sur lequel, je parlais tout à l'heure de caissons d'extraction intelligents. Vous en avez un sous les yeux, vous avez même, vous voyez, il est piloté par une télécommande. Et donc, ce ventilateur-là va agir tout seul et va varier sa pression et sa vitesse en fonction des besoins le soir et de l'ouverture des bouches dans les logements. Voilà. On peut développer peut-être aussi sur ce projet qui est là sur un IGH, donc un immeuble de grande hauteur, nous parler un peu des contraintes que ça peut représenter. Oui, voilà, un projet dont on est très très fier, la Tour Fugue dans le 18e à Paris, que l'on a eu la chance de réaliser, donc année 1975. Vous avez 220 logements, R+34, 2 étages techniques, un tout en haut, un tout en bas. On alimente on va dire du 0 au 17 tous les logements avec l'installation du bas et du 18 au 34 tous les logements du haut avec l'installation qui se trouve en partie technique. Ce sont des caissons, je ne sais pas si les photos vont vous parler, mais ce sont des caissons que l'on a installés qui sont énormes, avec des puissances dépassant souvent les 10 à 12 000 m3/h. Donc ce sont des locaux dédiés à ça. Ce sont des caissons que l'on a dû gruter jusqu'au 34e étage pour pouvoir les installer. Souvent aussi les démonter en pièces détachées parce qu'ils ne passaient pas par la porte d'accès au local technique, puisque, une fois de plus, la tour à la construction dans les années 75 était déjà équipée d'un système de ventilation.
et nous sommes rentrés dans les 220 logements pour les équiper de bouches hydro-réglables, de manière à ce qu'on fasse en plus de ça des économies d'énergie. Voilà, donc on est très très fiers d'avoir réalisé ce projet qui est terminé pour nous. Voilà. On va pouvoir prendre quelques questions. Le temps que vous passiez le micro, je me demandais comment est-ce que vous gériez justement ces interventions dans les logements. Ça se fait quoi? Ça prend 3-4 jours de suite, vous faites toutes les interventions en même temps? Comment se passe la communication aussi avec la copro? Alors, on essaie de travailler en collaboration avec tous les acteurs qui sont sensibilisés, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre, le régisseur ou le gardien sur site, le conseil syndical. Et on a une méthodologie qui nous est propre, qui est bien rodée. On va venir afficher une quinzaine de jours avant déjà en partie commune. Ensuite, on va délimiter en fonction de la prestation que l'on a réalisée par logement, qui peut être plus ou moins longue. Donc ça va nous déterminer le nombre de logements que l'on va faire par jour. Et donc on va créer un affichage spécifique étage par étage pour pas que tous les gens soient concernés et soient bloqués chez eux inutilement. Et en fonction de ça, on va traiter, alors si je prends l'exemple de la tour Fugue, 220 logements, on l'a faite en 3 passages, parce qu'il y a des absents, il y a tout ça. Pour traiter la totalité des logements, c'est quand même une opération qui a dû prendre, je pense, pas loin de 3 mois pour faire tous les logements. Voilà. Parce que bien évidemment aussi, le principe de la ventilation, c'est d'avoir 100% de taux de pénétration pour que la ventilation soit efficace. Voilà. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez présenté une copropriété années 30 et puis un peu plus récemment années 80 avec toit, terrasse gravillonnée, d'étanchéité et visiblement votre installation vient sur se sceller, je pense, sur ce niveau-là parce qu'en cas de tempête, il ne faut pas que ça parte. Non. Et est-ce que ça implique de fait, parce que si on se retrouve avec une terrasse qui a un peu moins de 20 ans d'historique, mais avec une installation comme ça qui va arriver, est-ce que la question ne se pose pas de revoir de fait l'étanchéité de la terrasse, puisqu'elle risque d'être mise à mal pour la fixation des différents composants? Rien n'est fixé conformément au DTU et de la ventilation et de l'étanchéité. Rien n'est fixé ou ancré dans la terrasse. Le moteur qui est le plus lourd, qui fait entre 100 et 200 kg selon les tailles, lui est posé généralement quand c'est prévu à la construction. Vous avez souvent une dalle béton qui est prête, qui est prévue pour recevoir. Nous, on va juste rajouter ce que l'on appelle des éléments anti-vibratiles pour éviter que d'éventuelles vibrations causées par le ventilateur puissent être retransmises à la dalle et au plancher. Voilà. Ensuite, c'est d'un ensemble, c'est-à-dire que tous les réseaux de gaines et tout ça forment un ensemble. Alors, vous avez raison, hein, phénomène exceptionnel, c'est déjà arrivé que des réseaux de gaines s'envolent. Mais aujourd'hui, rien n'est fixé et ancré dans l'étanchéité. Les pieds, ce qu'on appelle les pieds supports et les colliers qui tiennent les réseaux de gaines sont posés, alors pas sur les cailloux et pas sur les graviers, on nettoie la surface, on vient se poser à plat avec un élément anti-vibratile et le pied, on remet le gravillon par-dessus, mais c'est juste posé, rien n'est ancré à la terrasse. Oui, et ça me fait penser aussi au fait que si on pense ça dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique, on voit qu'il y a quand même pas mal d'interactions qui peuvent exister. On parlait tout à l'heure du fait d'intégrer les gaines, le passage des gaines dans l'ITE, l'isolation par l'extérieur. Mais là, effectivement, si on intervient en toiture et que, par exemple, on a une toiture un peu ancienne, une isolation de toiture un peu ancienne et que c'est l'occasion de la refaire, c'est encore plus pertinent de penser tout ça en même temps dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique globale. Généralement, les maîtrises d'œuvre le prévoient. Voilà. Bonjour. S'agissant des VMC, je peux prendre l'exemple d'un immeuble 1975 dans lequel des VMC existent, comme vous venez de montrer sur une photo, mais avec un débit continu, 24 heures sur 24. Que peut-on penser de l'idée d'adapter une horloge qui arrêterait pendant les heures de nuit cette VMC ou d'un autre dispositif qui permettrait de le réduire? Alors c'est bien parce que vous mettez exactement le point sur ce qu'on en a dit tout à l'heure. La différence, alors ce que vous appelez le débit continu, c'était en premier lieu, dans les premières années, ce qu'on appelait le débit fixe. Ensuite est arrivé l'autoréglable, mais c'est un débit continu qui est la différence fondamentale avec l'hydro-réglable. Mettre une horloge, on nous en fait souvent la demande. On préconise de ne pas le faire parce qu'on est hors avis technique. Une VMC doit fonctionner 24 heures sur 24
Par contre, effectivement, le besoin de ne pas aspirer en permanence toute la journée, parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aspirer autant dans une salle de bain ou dans une cuisine, c'est vraiment le principe de l'hygroréglable. Là, aujourd'hui, avec la journée que l'on a, un taux d'humidité très faible dans le logement, on a une bouche qui va ne travailler qu'à son minimum pour assurer le renouvellement d'air et la qualité de l'air du logement. Lorsque, comme je le disais tout à l'heure, on va dégager de la vapeur d'eau, la bouche va travailler à 100%, et ainsi de suite. C'est le principe de l'hygro. Maintenant, couper une VMC la nuit par une horloge, ça n'a pas de sens, parce que la nuit aussi, il y a des dégagements d'humidité. Voilà, donc il faut que la VMC tourne en permanence. Oui. Bonjour, j'ai une question concernant par rapport au lien avec les aides. Est-ce qu'il y a tout type de VMC peut être financé ou c'est obligatoirement double flux, simple flux, voilà. Par rapport aux aides que les copropriétés peuvent aller chercher et le lien aussi entre le privé et le collectif. Que se passe-t-il quand il y a un logement, par exemple, qui peut bloquer? Est-ce que les subventions sont perdues? Comment vous gérez ça, vous, en chantier aussi? Alors, ce n'est pas nous qui le gérons, c'est les organismes financiers qui viennent accompagner le projet et la copropriété. Par contre, je peux vous dire que à partir du moment où c'est un projet, on en revient toujours au même thème, à partir du moment où vous faites un projet hygroréglable, avec une TVA donc à 5,5, vous êtes éligible à des crédits d'impôt. Oui, et que ce soit à l'échelle de la copro ou du logement, on peut imaginer aussi dans une maison l'installation d'une double flux ou autre. Si c'est dans le cadre d'une rénovation globale, donc l'aide va être en pourcentage du coût des travaux hors taxe. Dans ce cas-là, les coûts de la ventilation vont être pris en compte dans l'assiette de calcul des subventions. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand vous allez le voter en copropriété, là, les travaux de ventilation, effectivement, il faut que ce soit bien communiqué auprès des copropriétaires parce que en fait, ça va quand même influencer le gain énergétique du projet et donc il faut que les travaux puissent se faire de toute manière. Si c'est voté en assemblée générale, les copropriétaires vont avoir l'appel de fonds en conséquence, mais il faut effectivement bien communiquer, ne serait-ce que pour que le passage dans les logements se fasse de manière assez fluide. Et puis dernier point, si vous mettez une double flux pour le coup, là ça va impacter le gain énergétique du projet, donc ça peut même vous donner vous faire passer un palier de montant de subvention. Voilà, pour répondre à tout ça un peu rapidement, mais on pourra échanger au cas par cas aussi a posteriori. Et bien souvent, pour terminer, la ventilation aide à atteindre les fameux 35% qui permettent d'obtenir les gains énergétiques et les subventions. Oui, parce que si vous êtes dans un logement, on pense notamment au logement ancien où on est sur de la ventilation naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment à proprement dit de système de ventilation. Là, pour le coup, ne serait-ce que juste mettre un système de ventilation, ça a directement un impact potentiellement sur la note énergétique, en tout cas sur le DPE. Oui, bonjour. Vous avez parlé de l'immeuble en grande hauteur qui était en forme verticale. Et la tour triangulaire, par exemple, qui est en train de se faire. Comment on peut à ce moment-là prévoir Écoutez, j'espère qu'on sera missionné pour le contrat d'entretien. Je vous dirai ça quand on y sera. Mais je pense que c'est pareil, il doit y avoir des zones techniques pour les systèmes de ventilation, parce que je pense qu'en plus, dans cette tour, il doit même y avoir de la climatisation. Mais je pense que les architectes, si je peux m'avancer, ont dû penser à l'accès et au système de ventilation qui doivent être répartis un peu partout de la même façon que là on parlait d'un IGH, mais on peut parler d'une barre qui fait 100 mètres de long que l'on a réalisé aussi, où là vous répercutez à chaque fois le nombre de ventilateurs, tout simplement. Alors justement, au sujet des contrats d'entretien, la plupart du temps, donc les copropriétaires ont uniquement reçu des devis concernant l'installation, mais cet entretien, elle s'évalue, elle a un coût. Elle a un coût et elle se fait à quelle fréquence? Alors, en ce qui concerne, je mets de côté la question de monsieur tout à l'heure concernant le gaz. Pour une installation de VMC traditionnelle que l'on réalise, nous en tout cas toutes nos installations, à la fin des chantiers, on propose un contrat d'entretien. Le moteur d'extraction, il doit être entretenu, contrôlé, nettoyé tous les ans. Le réseau de gaines et les colonnes ramonées tous les 3 ans, ce qu'on préconise. Le règlement sanitaire départemental de Paris le préconise aussi tous les 3 ans. Et le complexe, je dirais, la complexité un peu de la copropriété, c'est cette différence entre la partie commune et la partie privative.
N'oubliez pas que la ventilation, même si elle est chez vous, elle est collective. Donc même si vous êtes propriétaire, chaque action qu'il peut y avoir chez vous sur le système de ventilation a un impact sur le collectif. Donc après, de rentrer dans des logements après les travaux pour aller contrôler, nettoyer les bouches d'extraction pour voir leur fonctionnement, leur taux d'encrassement, pour assurer une pérennité à ce système qui a été installé, ça a du sens. Nous, on dit aussi que idéalement, c'est bien d'y aller tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Mais le gros problème en copropriété, c'est qu'on se heurte à des refus où les portes ne s'ouvrent pas parce que les gens pensent que ce n'est pas nécessaire. J'alerte là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas que les installations en toiture-terrasse qui doivent être contrôlées et nettoyées. De temps en temps, je pense que de consacrer un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure tous les 5 ans à son installation de ventilation, ça a du sens aussi. Voilà. Oui, bonjour. Est-ce qu'il est possible de passer d'une installation de VMC hygro réglable B à une VMC à double flux en collectif? Oui, c'est possible. Financièrement, c'est hors de prix. Techniquement, ça l'est aussi, puisque sans rentrer dans la technique pure, j'expliquais tout à l'heure qu'en VMC simple flux, on extrait mécaniquement l'air vicié, mais on apporte l'air neuf de façon statique, par dépression, par les pièces sèches. Là, en double flux, le principe du double flux, c'est que l'on va apporter l'air neuf mécaniquement. Le principe aussi du double flux, c'est d'avoir un échangeur qui croise les flux et on récupère X% des calories de l'air extrait pour préchauffer gratuitement l'air neuf qui arrive de l'extérieur en plein hiver avant qu'il soit introduit dans les logements. Et c'est comme ça qu'on fait des économies d'énergie bien plus importantes, je vous l'avoue, qu'en VMC traditionnel. Mais imaginez, dans une conception d'un immeuble, ceux dont on vient de parler ou les vôtres, si dans vos salles de bain, salons, chambres, on devait passer des gaines d'un diamètre X dans toutes les chambres et tous les salons depuis la toiture pour aller souffler l'air neuf, puisqu'il ne passera plus par les fenêtres. C'est techniquement très complexe et l'amortissement par rapport à l'investissement et au coût, je ne suis pas persuadé que ça vaille le coup et que les gens acceptent d'avoir des coffrages énormes chez eux sur lesquels vont passer des gaines pour alimenter les logements. Voilà. Par contre, le double flux, juste pour terminer, pour vous répondre, ça a peut-être un sens de le faire en version individuelle. Ça, individuellement, si l'appartement s'y prête, ça a un sens de le faire, oui. Oui, souvent c'est plutôt dans des grands appartements, peut-être à Paris, que ça va être le plus pertinent pour la double flux. Oui. On a le temps pour une question, ce sera la dernière, et après on vous donnera rendez-vous sur le stand, que ce soit de Air Pur Coulon par là-bas ou sur le stand France Rénov pour parler de vos projets. Oui. Merci beaucoup pour la présentation, très claire. Petite question tabou, les coûts, ça donne quoi à peu près? Je pense notamment au projet qu'on a vu en deuxième avec les gaines à l'extérieur. Alors c'est variable, je ne veux pas donner de fausses informations sur les prix. On peut faire un ratio au logement. Comme je disais tout à l'heure sur notre stand à une personne, si on prenait dans le cas d'une réno énergétique le côté le plus pessimiste, c'est-à-dire avec toutes les problématiques que l'on pourrait rencontrer, un peu comme ce que vous avez vu là, il faut partir sur une base entre 3 et 3 500 euros par appartement pour que ce projet intégralement puisse se faire. Voilà. Alors des fois moins, des fois beaucoup moins, sur un système double flux plus, sur de l'individuel plus, enfin, voilà, c'est assez variable. Ça peut aller on peut aller de 1 500 euros par logement à 7 000 euros par logement en fonction de la prestation.